Aujourd'hui, on parle de Il Commentatore. Vous aurez probablement deviné qu'on parle du seul et unique Enzo Ferrari. En fait, son histoire est singulière. Vous me direz que l'histoire des grands pionniers de l'automobile, en général, leur histoire est singulière, mais celle de Ferrari est intéressante. D'abord, lui a été connu et a commencé à travailler dans le domaine dont tout le monde le reconnaît à un âge où la plupart des gens commencent à penser à leur retraite. Parce que la Scuderia Ferrari a été fondée en 1947. Ferrari avait déjà 49 ans à l'époque. Lui a commencé bien avant ça. En fait, très jeune, il n'aimait pas beaucoup aller à l'école, mais il aimait écrire. Chose assez surprenante, il était journaliste, notre Enzo. Il a travaillé pour la Gazzetta dello Sport. Il signait déjà des articles à l'âge de 16 ans. Lui, son père, Alfredo, est mort très jeune. Puis son frère est mort quelques années plus tard d'une maladie qu'il avait contractée dans l'armée. Donc, en 1917, durant la Première Guerre mondiale, Enzo a été affecté au ferrage des mules. Toute une job dans l'armée. En fait, son père travaillait dans les chemins de fer et lui connaissait le travail du fer. Donc, on l'avait envoyé dans un domaine connexe. Quand la guerre se termine, évidemment, il se ramasse sans emploi. Il rencontre un mécanicien dans un bar en Italie qui, lui, travaille dans la course. Et il l'amène au Targa Florio, une course populaire à l'époque qui se déroule en Sicile. Et là, il va commencer à s'impliquer dans la mécanique. Il va même devenir pilote et avoir du succès. En fait, il a remporté une course en 1923 en Italie. Et après la course, il a fait une rencontre assez intéressante. En fait, c'est la famille Borroca, en fait, qui était une famille de la noblesse italienne. Et la comtesse Paolina lui avait présenté ce qu'on appelait, en fait, l'écusson de la famille. C'est son fils, Francesco, qui était un pilote de guerre pour l'armée italienne, en fait, qui était mort durant la Première Guerre mondiale. Et il avait sur son avion un cheval cabré. Vous me voyez venir avec mon histoire. En fait, ce cheval cabré-là est devenu, plus tard, le symbole universellement reconnu de la marque Ferrari. Donc, on est en 1923. Il continue à s'impliquer dans la course et il va rentrer... en fait, il était arrivé en 1920 au service d'Alfa Romeo. Et de fil en aiguille, il va s'occuper de plus en plus de la course du côté d'Alfa Romeo. Et en 1929, il fonde la Società Anonima Scuderia Ferrari, en fait, qui est la compagnie de course qui gère les véhicules d'Alfa Romeo. Puis en 1931, on va commencer à voir le fameux cheval cabré sur les voitures de course Alfa Romeo. Donc, ça va bien. Il continue à piloter à l'occasion et il arrête de piloter le jour où il devient papa. C'est en 1932. Son fils Dino vient au monde. Et là, lui décide que faire de la course, c'est trop risqué parce qu'il faut dire que dans les années 30, là, ça prenait un joyeux drill pour se mettre en arrière d'un volant en automobile. Là. Le mot danger était un euphémisme. Là. Il y a plus de gens, je pense, qui mouraient dans une année que ceux qui finissaient des courses. Alors, lui a décidé que c'était assez. Donc, il va se consacrer, il va continuer de se consacrer à la course, mais sans être derrière le volant, si vous voulez. 1933, Alfa Romeo décide de dire « ça coûte trop cher la course, on arrête ça, on met un frein à tout ce qui s'appelle division de course ». Donc, du coup, Enzo Ferrari perd son emploi. Lui décide de récupérer à cette époque-là un terrain un peu plus tard qui appartenait à la famille Ferrari à Maranello. Imaginez, on faisait pousser des cerises sur ce terrain-là. Mais lui, il construit un atelier mécanique, non pas pour fabriquer des autos, mais des machines-outils. En fait, il va fabriquer des machines-outils pour l'armée italienne pendant plusieurs années, parce que là, évidemment, quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale arrive. Donc, ces années-là, il a fabriqué des machines-outils. Et quand la guerre se termine, il tombe plus de contrat. Alors là, il décide de fonder en 1947 la compagnie automobile, la Scuderia Ferrari. Et dès 1947, il va mettre une voiture de course sur la piste, la 125S, qui va connaître beaucoup de succès. Écoutez, dans les 109 premières courses auxquelles Ferrari a participé, il en a remporté 95. Ça vous donne une idée du succès phénoménal des voitures. Donc, la légende s'est rapidement bâtie. Ferrari, ça va bien. La première tragédie est arrivée en 1956. Son fils est atteint, en fait, c'est fin 55. Son fils est atteint, Dino,
de myopathie, en fait, qui est une forme de dégénérescence musculaire. Et il va très rapidement faiblir. Mais pendant des mois, le père et le fils discutent de moteurs, de mécanique, de voitures pendant qu'il est à l'hôpital. Et finalement, ça va amener au développement de la Dino avec un moteur V6 qu'avait dessiné son fils. Et c'est la seule voiture Ferrari, en fait, qui n'est pas identifiée comme une Ferrari. Vous ne trouverez pas d'identification Ferrari. C'est une Dino. Ferrari l'avait voulu ainsi pour rendre hommage à son fils qui est mort le 30 juin 1956. Imaginez, il avait 24 ans. Et à partir de ce jour-là, Enzo Ferrari est devenu plus morose, il rencontrait moins les gens, il allait plus aux courses, il allait voir son fils au cimetière tous les jours. Le Ferrari qu'on a connu dans les dernières années, ça a commencé là. Pour ajouter à ce drame, en 1978, sa femme est décédée. Et c'est pour ça qu'on dit que la rencontre de Gilles Villeneuve a été, à bien des points de vue, salutaire pour Ferrari, parce que c'est des rares moments qu'on l'a vu sourire après la mort de sa femme. Évidemment, on sait que Villeneuve est mort trop jeune. Ferrari était déjà assez vieux. En fait, il a célébré ses 90 ans où il a connu son arrière-petite-fille ou son arrière-petit-fils qui avait été nommé Enzo. Même le pape était venu visiter Ferrari et Ferrari n'était pas assez en forme, il y est resté alité. En fait, il est décédé le 14 août 1988, mais comme il était né en pleine tempête de neige et qu'on avait décalé sa naissance de 2 jours pour officiellement annoncer son baptême, bien, on a annoncé sa mort le 16 août 1988 pour respecter les 2 jours de décalage avec sa naissance. C'est pas beau, ça?